Bonjour à tous et bienvenue sur TV Finance dans la matinale de l'entrepreneur, notre rendez-vous économique de l'innovation et des technologies. Nous recevons ce matin Benoît Huard, DG et cofondateur de Seize, une société qui fournit aux entreprises plusieurs accès Internet dans une seule et même box afin d'éviter tout risque de panne de leur réseau. Une solution innovante promise à un bel avenir. Bonjour Benoît, comment allez-vous? Bonjour alors, nous sommes ravis de vous accueillir. Merci. Alors pour commencer, est-ce que vous pouvez présenter brièvement l'activité de la société que vous avez cofondée il y a 5 ans, c'est ça? C'est ça, on est dans notre même 6e année bien entamée maintenant. Donc Seize presque l'âge de raison. Presque. Les 5 ans sont importants à passer. Et c'est une société donc, qui est un opérateur logiciel de télécommunications. C'est-à-dire qu'en fait on opère des liaisons télécom, des accès Internet d'entreprise, partout dans le monde, pas simplement qu'en France, au travers d'applications logicielles. Et donc c'est le logiciel qui va définir un petit peu comment va se passer le transit d'une information d'un point A vers un point B, donc à l'intérieur d'une même entreprise, entre plusieurs entreprises, ou alors vers des destinations extérieures, notamment des services cloud. Voilà. Et donc il y a une terminologie anglo-saxonne qui existe pour définir ce qu'on fait. C'est le SD-WAN, donc ça signifie Software Defined Wide Area Network, donc réseau piloté ou défini par logiciel. Et qui permet justement d'avoir accès à plusieurs réseaux pour une seule et même entreprise. Exactement. Alors, le concept paraît tellement évident, pourquoi l'utilisation finalement d'un seul réseau continue de prédominer en France ? Alors oui, en France, et puis je dirais qu'en proportion, même partout dans le monde. C'est-à-dire qu'en fait, il y a des générations de réseaux, des générations de technologies. Donc il y a eu une première génération, il y a à peu près 25-30 ans. Il y a eu une deuxième génération de réseaux qui est encore prédominante dans le monde entier, qui s'appelle MPLS. Voilà, peu importe le hiéroglyphe de MPLS, mais voilà, les DSI savent ce que c'est. Et puis la troisième génération qui est le SD-WAN. Mais comme finalement on n'est que dans la 6e année, c'est déjà pas mal, mais on n'est que dans la 6e année, eh bien, le taux d'adoption, il est progressif. Mais je dirais qu'après, les entreprises comprennent vite, souvent, dans les technos, ce qu'elles ont intérêt à faire et à pas faire, mais surtout à faire. Et donc, pour faire évoluer son réseau, il y a une tendance naturelle qui s'opère. Oui, la décision se prend assez vite. Alors, est-ce que du côté des opérateurs télécoms, vous arrivez à travailler dans les mêmes conditions, en bonne entente? Alors oui, et même, alors, paradoxalement, le sujet ne se pose même pas. Je dis c'est paradoxal, parce que les opérateurs, en premier lieu, opèrent leur réseau de télécommunications et qui est souvent en dehors des frontières d'ailleurs. Donc des opérateurs, que ce soit des opérateurs français ou internationaux, quand ils agissent sur des plaques, sur des pays, sur des continents, eh bien ils ont l'habitude depuis toujours, depuis le début, de fournir, de délivrer des liaisons à d'autres acteurs qu'eux-mêmes. Les opérateurs se partagent les réseaux. En fait, c'est même le fondement d'Internet, c'est le réseau des réseaux. Donc tout le monde est embriqué avec tout le monde et c'est comme ça que finalement on arrive à faire transiter de la data à l'autre bout du monde avec des temps records, quoi. Donc la relation est, je dirais même excellente, mais elle a toujours été. Et puis même pour finir sur ça, c'est qu'un opérateur X qui perdrait un contrat contre un opérateur Y, finalement préfère revendre des bouts de télécom de sa boucle X à Y, Z, ABCD, etc. pour essayer de diversifier, de démultiplier et en fait de finalement continuer à faire son propre business, quoi. Est-ce qu'on peut avoir une idée de la taille du marché? Est-ce qu'il y a des chiffres qui circulent? Alors il y a quelques chiffres qui circulent au travers d'études. Alors il y a des études quand même officielles comme IDC, le Gartner, etc. Donc il y a quand même des grandes tendances. À horizon l'année prochaine, en 2020, le marché est estimé à 6 milliards de dollars de revenus. C'est quelque chose qui est en train d'être vu. Alors c'est pour ça que je reste sur une donnée qui est un peu plus ancrée, factuelle. Maintenant il y a des chiffres qui s'envolent. Oui. On voit des chiffres, personnes qui parlent de plutôt de 20 milliards de dollars à horizon même que 2 ans. Voilà. Donc en fait c'est simplement qu'on est justement, c'est un peu en lien avec votre première question, c'est que comme on est en phase de transition technologique, eh bien le pourcentage d'adoption il est très 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 fort sur certains pays. Et puis en Europe là il y a quand même une adoption massive qu'on voit de ces 2 dernières années. Ouais. Et alors du coup, qui sont vos clients? Qui l'a adopté? Combien sont-ils?
Est-ce qu'on peut avoir une idée de la taille des entreprises, de leur secteur? Oui, bien sûr. Alors les secteurs, je ne vous répondrai pas parce qu'en fait c'est tous les secteurs. Alors c'est pas simplement pas vous répondre, hein, c'est simplement que n'importe quelle entreprise, quel que soit son secteur d'activité, dès lors que son accès à Internet, son accès à sa donnée est vital, et presque on enfonce des portes ouvertes quand on dit ça parce qu'on se dit finalement que toutes les entreprises sont dans ce cas-là, elles sont éligibles au SD-WAN, mais elles étaient éligibles aux technologies d'avant. Hein. Simplement, en fait, aujourd'hui, nos clients sont plutôt quand même des entreprises qui sont multi-établissements. Oui. Mais ça peut être une entreprise de 10 établissements qu'en France, jusqu'à 500 établissements répartis dans le monde entier. Oui. Voilà. Donc, mais globalement, voilà, c'est des entreprises qui sont multi-établissements et qui ont quand même cette problématique, le mot est négatif, pardon, mais c'est quand même une réalité, parce que souvent en informatique, c'est souvent des problèmes qui sont vus avant les solutions. Mais ils ont cette problématique, voilà, de faire transporter de la donnée dans des temps records, de faciliter l'accès à cette donnée par leurs utilisateurs pour faciliter leur propre activité d'entreprise. Voilà. Donc, bon voilà, après je pourrais être plus long sur ça, mais donc les clients c'est ça, et si je ne vous ai pas répondu sur le nombre de clients, c'est vrai qu'on est à la fois pionnier et leader sur ce marché en Europe, hein, puisqu'on a commencé tout début 2014, et on a aujourd'hui plus de 200 grandes entreprises, c'est-à-dire 200 réseaux SD-WAN, c'est-à-dire en fait le plus gros parc installé aujourd'hui sur la plaque Europe. Et alors est-ce que vous avez des concurrents directs? J'imagine que oui, si ce marché a un tel potentiel, et qu'est-ce qui vous différencie d'eux? Alors oui, alors les concurrents, c'est intéressant peut-être même de redéfinir quels sont les acteurs du SD-WAN, qui est une forme de réponse. Aujourd'hui, par exemple, les Indiens et par copie les Américains sont dans un modèle pur éditeur. C'est-à-dire qu'ils conçoivent des solutions et ils les proposent sur étagère à des distributeurs. Alors je prends l'exemple de la France, hein, mais c'est pareil dans tous les pays, à des distributeurs qui revendent à des intégrateurs, et ces intégrateurs informatiques intègrent la solution chez le client final. Donc on pourrait considérer, en fait c'est même le cas, que évidemment c'est des compétiteurs, en sens que à un moment donné on a le choix entre une solution indienne, une solution américaine, une solution israélienne, une solution suisse ou une solution française, par exemple avec Saiz. Donc c'est des concurrents. En revanche, le caractère différenciant de Saiz, et ça je pense c'est vraiment partie de notre ADN de départ, c'est qu'on est un opérateur SD-WAN. C'est-à-dire qu'en fait à nos clients on leur propose de leur livrer la solution logicielle, de l'opérer bien sûr, mais simplement qu'elle soit liée à la liaison de télécommunication. Donc en fait on est vraiment un opérateur logiciel de télécommunication, mais on est aussi un opérateur télécom auprès de l'ARCEP, l'autorité qui fédère notre marché. C'est-à-dire qu'on fournit les accès, on opère les accès et on les opère avec du logiciel. Donc en fait on fournit en fait un espèce de package. Et donc nos concurrents, on en a repéré un, c'est pour ça que j'ai cité la Suisse, un en Suisse, oui. Un en Israël et un aux États-Unis. D'accord. Voilà. Et puis en France, ça arrivera. Ils sont à peu près de votre taille? Qui sont à peu près de notre taille pour ceux qui sont proches de nous, je pense aux Suisses et à l'Israélien. L'Américain est plus gros, presque comme toujours. Quoi. Oui. Et alors, quel est votre modèle économique? Vous fonctionnez avec des abonnements? Alors oui, on fonctionne avec des abonnements mensuels pluriannuels. Souvent, les règles dans nos marchés, c'est des contrats qui sont des durées de 3 ans. Alors ça peut être de 3 ans jusqu'à 5 ans. Et puis de façon très exceptionnelle, ça peut être en dessous de 3 ans, mais une entreprise en général aime bien être rassurée par son infrastructure qui est un peu stable sur une durée. Une bonne visibilité à vous aussi. Et voilà, alors ce qui est intéressant, c'est qu'en fait c'est vraiment gagnant-gagnant. C'est-à-dire que nous, ça nous donne une visibilité business, commerciale, financière, en projection. Nos forecasts sont à la perfection à 18 mois, qui est exceptionnelle, qui est intéressante pour nos actionnaires, qui est intéressante pour nos clients, parce que c'est aussi gage de solvabilité, long terme. Et puis, ça rassure et ça sécurise nos clients, parce que ça veut dire qu'on leur garantit, par exemple, pendant au moins une période de 3 ans, qu'on va maintenir et opérer ce système-là. On n'est pas en train de dire, on vend un boîtier sur étagère, il y a une garantie d'1 an dessus, et puis on s'en lave les mains. Voilà. Et alors, vous venez de parler de vos actionnaires. Comment financez-vous le développement? Comment vous l'avez financé jusqu'à présent et comment vous allez financer la suite? Alors, on l'a financé de façon un peu traditionnelle, hein, par 2 levées de fonds aujourd'hui, avec des actionnaires franco-français. Ça nous tenait à cœur en fait, de sécuriser aussi le capital sur le territoire.
parce que vous l'avez compris, on est très fiers aussi de la valeur technologique de notre pays, de notre R&D. Je le dis souvent dans les interviews, mais c'est vrai, je le redis et je le redis, mais la qualité en fait des ingénieurs et des techniciens en France, de la formation, de la recherche, développement qui est absolument exceptionnel. On pourra en parler peut-être même un petit peu tout à l'heure sur ça, les avantages vraiment de valeur. Et ensuite, c'est vrai que sur le développement à plus ou moins long terme, c'est difficile de répondre maintenant. Je ne sais pas très bien les directions qu'on aura. Les levées de fonds sont suffisantes. Les levées de fonds sont suffisantes pour assurer le développement. Pour assurer, on a les ressources, on est plutôt en avance même sur notre marché. Et les prochaines étapes, par exemple, quelles sont les prochaines échéances? Alors les prochaines échéances, il y a sortir de nos frontières. Oui. C'est-à-dire, frontières proches, je pense qu'aujourd'hui ça allait en Europe, mais vraiment en proximité de la France, pour accompagner tout d'abord nos clients français qui sont présents aussi dans ces pays-là, et donc avoir une représentation plus locale qu'aujourd'hui. Parce qu'aujourd'hui, en fait, on sous-traite dès lors qu'on sort de la France. Et puis aussi, passer les caps de développement en dépassant le SD-WAN. Et j'oserais presque dire même que, évidemment qu'aujourd'hui on parle de SD-WAN et aujourd'hui Sales vraiment met haut et fort le SD-WAN, opérer, etc. Mais pour nous, déjà, le mot est presque plus suffisant et on a l'impression déjà d'avoir passé un cap déjà même il y a presque 2 ans et demi. Ça veut dire qu'avec par exemple de l'intelligence artificielle, votre solution peut devenir encore plus intelligente? Alors, merci de me poser cette question-là, qui est effectivement beaucoup d'actualité en ce moment, mais l'intelligence artificielle donc, fait déjà partie de nos solutions. Et peut-être je vais peut-être redire aussi que dans l'intelligence artificielle qui fait rêver les têtes du monde entier, aujourd'hui c'est plus facile d'apprendre à une machine, par exemple, comment jouer à une partie d'échecs, parce que les règles sont définies et limitées. Et là on voit bien, malheureusement pour l'homme, que la machine est plus forte et que les champions du monde de jeux d'échecs, des jeux de Go, etc., même après les larmes, etc., perdent inévitablement contre la machine parce qu'elle connaît toutes les combinaisons possibles. Par contre, c'est plus difficile de reconnaître un chien ou un chat sur une image, sur une photo ou dans une vidéo. Et donc, aujourd'hui, tout s'anime en intelligence artificielle sur la reconnaissance des senseurs humains que la machine a du mal à reproduire. Mais nous, c'est beaucoup plus simple. L'intelligence artificielle qu'on fait, elle est plus proche du jeu d'échecs. C'est-à-dire qu'au fait, dans le réseau, les données sont connues, les scénarios sont connus, et donc la machine n'apprend pas de choses réellement nouvelles que ce qu'on lui a donné et qui est déjà établi sur les marchés. Après, la forme d'intelligence artificielle qui est déjà intégrée, c'est la capacité à, en fonction de comportements, de scénarios, de valeurs qui ont été définis au préalable, de faire des choix. Mais ce n'est pas la machine qui choisit toute seule. Elle choisit toute seule de le faire par rapport à une composante de données, mais c'est quand même l'homme qui lui a dit que, a priori, quand on est dans ce type de données, de cette configuration, il faut plutôt faire ça. Et après, bien sûr, il y a de l'apprentissage. Donc ça, c'est ce qu'on appelle de l'apprentissage en fait en confortement, en fait en renforcement. Et puis il y a l'apprentissage en transfert. Et donc effectivement, la machine va apprendre et donc aujourd'hui, à terme à transférer l'information dans des environnements qui sont peut-être moins connus. Et aujourd'hui, c'est ce qu'on fait. Donc, c'est-à-dire que ça pourrait paraître prétentieux de dire qu'on a déjà passé l'IA à l'heure où les entreprises se disent je ferai peut-être de l'IA dans 5 ans, mais dans les réseaux, c'est un peu vrai quand même. C'est déjà le cas. Donc, l'enjeu, il n'est pas là. Et l'enjeu, il est dans l'accumulation de données, donc ce que les anglo-saxons appellent le data lake, le lac de données, qui est immense, des centaines de millions, parfois milliards d'informations. Et en fait, avoir cette capacité à reconnaître l'information qui va avoir une valeur pour chaque entreprise. Et l'enjeu, il est à se dire, cette donnée-là, je la ressors, je la filtre, je la requête, au profit de quoi? De l'usage et donc de l'utilisateur. Et l'utilisateur, il y en a 2 sortes. Il y a l'utilisateur qui utilise son clavier, son usage informatique au quotidien, et donc là, on est focusé sur lui. Et il y a aussi l'utilisateur qui, lui, manage, dirige cette information, pilote l'activité de l'entreprise, et donc c'est... Donc ça, c'est l'information au sens pilotage. Le relais de croissance de demain. Ça, c'est notre relais de croissance, en tous les cas, pour nous, pour Sales. L'enjeu de demain. C'est notre enjeu stratégique. J'espère que vous viendrez nous le réexpliquer en détail. Avec plaisir. Une fois que vous aurez atteint ce niveau, ce qui ne saurait tarder. Oui. Merci Benoît Huard. Je le rappelle, vous êtes directeur général et cofondateur de Sales.